Bonjour les enfants. On doit être le dernier jour du mois de juin. Je suis donc toujours à la mare avec mon petit-fils Robin, qui est vraiment un garçon charmant. Alors qui est absent pour l'instant parce qu'aujourd'hui il fait doux, mais c'est un peu... il pleut un peu, bon c'est pas un grand soleil. Donc il a décidé d'aller avec une amie faire le tour de la Hague, se promener durant cette journée. Donc là, je suis à mon bureau face à la mer, comme d'habitude. Euh, et donc, je vais venir bavarder un peu avec vous. Là, j'ai découvert un personnage. Il est pas général. Euh, euh, Mais il est médecin, journaliste et attiré par la politique. Une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas sûr que vous ayez deviné son nom. Eh bien, cet homme, c'est Georges Clemenceau. Voilà, une fois de plus. D'ailleurs, je suis surpris, tout ce que je vous raconte, je me retrouve très souvent euh, sous le Second Empire, dans cette France pleine de surprises et de mouvements du XIXe siècle. Bon, cet homme, Georges Clemenceau, il est né en 1841 en Vendée, dans un petit village dont j'ai oublié le nom. Et il mourra à Paris en 1929. Son père est médecin en Vendée, dans une famille aisée, sans problème de finances. Et son père est quelqu'un de profondément républicain, très attaché à la République, contre la monarchie, contre l'Empire, et il l'affirme avec force, ce qui marque son fiston, qui est très admiratif par son père, par son métier, par ses idées, par sa culture. Donc, d'une manière générale, dans la famille, c'est une famille cultivée. Et Georges, même dans sa jeunesse, est très attiré par l'histoire, par la philosophie, par la littérature. Il est un élève très brillant. Il fait ses études à Nantes. Il obtient son bac. Et à cette époque-là, il monte à Paris, ayant la volonté de faire ses études de médecine. Donc, il rentre à la fac de médecine à Paris. Donc, nous sommes sous le règne de Napoléon III, qui est une chose qui va marquer son cheminement intellectuel. Et comme son père, ayant été marqué par son père, donc il milite contre le régime en place, qui à l'époque, sous l'époque de Napoléon III,
n'est pas très bien vu et on a des risques à afficher ses positions anti-pouvoir en place. Ce qui ne l'empêche pas de participer à des réunions d'intellectuels politiques d'opposition au système et de prendre sa plume pour écrire des articles dans la presse d'opposition. En 1865, il obtient son diplôme de médecin et il a 24 ans. À l'issue de ses études, il décide de partir pour découvrir le monde, voir d'autres démocraties, et notamment une démocratie qui était toute neuve, les États-Unis. Donc il prend le bateau et il part aux États-Unis, où il s'installe, il exerce son métier de médecin à New York, et également il écrit des articles dans la presse locale et s'imprègne et découvre cette nouvelle république qui donne la voix au peuple, et ça le marque beaucoup. Durant son séjour, là, il fait la connaissance d'une jeune américaine qui s'appelle Mary, qui aime le monde politique. Donc il se lie d'amitié avec cette jeune femme et l'épouse, et ils auront ensemble 3 enfants. Mais nous sommes en 1870 et donc on apprend que la France va affronter la Prusse. Donc Clémenceau décide de rentrer en France et de se mettre au service de la France. Et très rapidement, la France est vaincue à Sedan, et donc c'est la chute du Second Empire et la disparition de l'empereur et l'Empire sera remplacé par la République. Il a 29 ans et il s'installe à Montmartre. Et il est élu maire de Montmartre. Donc voilà notre Georges Clémenceau, notre Vendéen, qui se retrouve place du Tertre pour gérer cette commune. Mais la Prusse a gagné, mais aucun accord n'a été signé entre les deux États, tant et si bien que les Prussiens sont autour de Paris, font un blocus autour de Paris. Donc certains veulent signer un armistice avec les Prussiens, d'autres s'y opposent. Mais toutefois, Paris manque d'approvisionnement. Là, on peut dire qu'à cette époque-là, un état d'esprit tout à fait particulier se crée en France. Il est impossible de circuler, on ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Donc, on essaye de trouver une solution. Paris s'équipe de gros ballons dirigeables, des ballons dirigeables à l'hydrogène, de manière à pouvoir communiquer avec l'extérieur
en emmenant du courrier, des informations et parfois des passagers qui peuvent sortir de Paris pour se diriger à l'extérieur. Mais la population parisienne est affamée, elle est épuisée, et il est arrivé à un moment, le gouvernement qui est mis en place accepte l'armistice. Alors la population a l'impression qu'il y a un malaise. Ils ont le sentiment d'être trahis, d'avoir un gouvernement faible. On est au bord de la révolte dans Paris, donc le gouvernement décide de quitter Paris et il va s'installer à Versailles. En 1871, donc notre ami Georges Clemenceau a 30 ans. La situation est vraiment explosive à Paris. Et ce qui devait arriver se produit. Il y a un soulèvement de la population parisienne et c'est ce que l'on appellera la Commune. Toutefois, Georges Clemenceau est mal à l'aise. Il n'accepte pas la violence, c'est un pacifiste. Donc il connaît des gens qui sont des deux bords et il se rapproche d'eux pour essayer de trouver une conciliation et de trouver une porte de sortie en évitant la violence. Mais c'est un échec pour lui. Il n'arrive pas à les convaincre et il n'arrive pas à négocier. Donc, en 1871, l'armée gouvernementale décide de rentrer dans Paris pour anéantir la révolte qu'il y a. Et effectivement, c'est très sanglant. Les combats font rage. La population parisienne se révolte. Ils dressent des barricades. Ils utilisent les canons. On utilise les canons. Tant et si bien que des milliers de Parisiens seront morts durant cet affrontement entre la population et l'armée gouvernementale. Paris arrive à céder, l'armée prend le dessus, et Paris est très meurtri par cette tragédie. Et Georges Clemenceau est bouleversé de n'être pas arrivé à trouver une solution pour aplanir cet état de révolte. Georges Clemenceau tire la conclusion de cette situation que lorsque l'on gouverne, il convient, comme ce qu'il avait vu aux États-Unis d'ailleurs, d'écouter le peuple afin de trouver les solutions pour que la colère
n'explose. Ces interventions, ces articles dans la presse marquent la population. Il est maintenant, il est reconnu dans la population. On sait qui est Georges Clemenceau et on admire sa sagesse et son courage pour affirmer ses idées. Et sa capacité à refuser les états de haine. Son comportement fait qu'il vient, comme il en aspirait depuis toujours, de rentrer dans le monde, de rentrer en politique. Et également, il prend goût, lui le petit médecin de Vendée, de prendre la parole et de constater qu'il a une capacité fabuleuse pour parler à un auditoire. Et il devient l'orateur le plus redouté de toute la République. Paris se redresse de cette période de la Commune petit à petit. Et Georges Clemenceau reprend son métier de médecin. Mais vraiment, la politique le tente. En 1875, donc Napoléon III n'est plus là, on est en République, et on vient de constituer la Troisième République. La France est divisée encore. Il y en a qui veulent un roi, il y en a qui veulent un empereur. Et ceux qui veulent que la France soit gouvernée par des élus du peuple. Et c'est cette option qui a été choisie. Donc en 1876, il y a des élections pour élire une Chambre des députés. Et Montmartre, où il est maire, l'élit plutôt, comme député de cette circonscription auprès de au sein de la Chambre des députés. Très vite, la Chambre remarque son talent d'orateur à la tribune. Lorsqu'il monte à la tribune, il fait une très forte impression. Il écrit, il n'a pas de notes, il a une voix puissante, il regarde fixement et dans les yeux ses interlocuteurs. Sa voix, par contre, il est calme. Puis soudain, le ton monte lorsqu'on l'agresse. Et surtout, il a la capacité de poser des questions embarrassantes à ses adversaires. Et une grande capacité d'utiliser l'humour. Et son intelligence est reconnue par tous, même et peut-être surtout de ses adversaires politiques. Vu sa prestance, vu son talent, la Chambre
lui attribue un nom dont tout le monde se souvient, on l'appelait le tigre, par sa capacité d'agressivité, de présence, de régner sur la chambre des députés. Du coup, ses discours sont systématiquement reproduits dans la presse et commentés de tout Paris, commente dans les lieux intellectuels les discours de Georges Clemenceau. D'ailleurs, les cafés, dès qu'il sort de la Chambre des députés, ils se précipitent sur les grands boulevards, dans les grandes brasseries, dans les grands cafés, afin de retrouver les journalistes, les artistes, les écrivains, les gens, les scientifiques, les artistes, les avocats, ce qui fait toute la vie intellectuelle de la France. Et il est curieux, donc il écoute, il prend des notes, il essaye de comprendre la position des uns et des autres, de connaître leur métier. À cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, la presse est en plein essor. Il y a des journaux qui se développent et qui sont de plus en plus lus. Clemenceau comprend l'extraordinaire outil qu'est la presse, car lorsqu'il s'adresse à une tribune, il a devant lui quelques centaines de personnes, alors que, vu l'essor de la presse, lorsqu'il écrit un article, c'est lu par des milliers de personnes. Donc il décide de devenir un journaliste et d'exprimer ses pensées dans les journaux par des éditoriaux qui vont être lus par toute la population. D'ailleurs, chaque jour, il écrit un article qui est publié. Donc notre ami Georges Clemenceau, en dehors de la politique où il excelle, il aime et fréquente le monde des arts. Il est très sensible aux arts et notamment à la peinture. Et il devient l'ami de Claude Monet. Il admire la manière dont ce peintre peint la lumière, l'eau, les plantes, les jardins. Et très souvent, il va à Giverny rendre visite à Claude Monet, qui n'habite pas très loin parce qu'il a une maison également au bord de la Seine, Georges Clemenceau. Et il va à Giverny rendre visite à son ami. Et il va jouer un rôle très important en obligeant Monet à peindre des grandes fresques qui seront les nymphéas et de faire construire par la ville de Paris un musée pour les exposer qui se trouve, l'orangerie qui se trouve dans le jardin des Tuileries. Où malheureusement, une fois que ce sera le musée sera terminé, qu'on fera l'inauguration, Monet ne verra pas l'aboutissement des choses, puisqu'il meurt la veille, je crois, de l'inauguration du musée. Par contre, cette vie extrêmement intense
de Georges Clemenceau, qui, en fin de compte, entre sa vie politique en tant que député, sa vie de maire de Montmartre, sa vie d'être très présent toutes ces soirées, il les passe dans les cafés à échanger avec, avec tous les intellectuels, les peintres, font qu'il est de plus en plus rarement chez lui. Et sa femme, Marie, ne supporte pas de ne plus voir Georges Clemenceau, et elle décide de partir et le laisse, ce qui ne sera pas sans conséquence et qui le marque, l'affecte profondément. En 1880, il a donc 39 ans. Il y a une compagnie qui a été chargée de construire le canal de Panama entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et cette société, au cours des travaux, fait faillite. De ce fait, des milliers d'épargnants perdent leurs économies dans cette faillite où énormément de Français avaient souscrit. Et donc, c'est un fiasco complet. Cette affaire révèle, plus ou moins, des actes de corruption des milieux politiques dans cette faillite. Clemenceau, donc, est attaqué par ses adversaires, bien sûr, qui essaient d'exploiter cette filière pour l'amoindrir et d'essayer de le compromettre. Aucune preuve n'est apportée, mais toutefois, son image est ternie par ces suspicions de corruption. De ce fait, en 1893, il y a de nouvelles élections et il perd son siège, il n'est pas réélu. On pense, l'opinion publique pense que la carrière de Georges Clemenceau est terminée. Toutefois, il reprend son métier de journaliste et à cette époque-là éclate une histoire qui a retenu toute l'attention du public, c'est l'affaire Dreyfus. Donc on sort de la guerre de 70, un militaire français juif d'origine juive qui s'appelle Dreyfus est accusé d'avoir fourni des renseignements à l'armée allemande. Il y a un procès, il est condamné et il est envoyé au bagne. Il est démis de ses en lutte sur l'île du Diable dans le Pacifique. Toutefois, compte tenu des motifs d'accusation envers Dreyfus, Clemenceau
a des doutes. Il ne trouve pas les raisons très objectives et compte tenu de son goût pour la justice, il émet des doutes sur la culpabilité de Dreyfus. Donc, au fil des années, certains officiers dans le militaire se plongent dans l'affaire Dreyfus et il s'avère, il remonte que la culpabilité de Dreyfus n'est pas prouvée et que certaines pièces permettent de mettre en évidence qu'il y a une cabale envers Dreyfus. Mais la justice n'aime pas se déjuger, donc on ne dit rien, on ne bouge pas, on refuse de se contredire. On garde le silence. Georges Clemenceau fait la connaissance à cette époque-là d'un certain Zola. Elle a parlé de Zola. Il se rend compte dans les journaux du journal L'Aurore. Ils ont le même point de vue, faisant valoir qu'il n'est pas normal que, ayant certaines preuves, l'État garde le silence et refuse de revenir sur la décision qui avait été prise. Et ils partagent donc leur impression et ils sont convaincus, tous les deux, que Dreyfus est innocent. Zola annonce à Clemenceau qu'il va écrire un article avec une accusation envers l'État qui